Ce type peut améliorer n'importe lequel de ses équipements pour une fraction du coût habituel, grâce à un artefact ultra rare qu'il a obtenu après avoir terminé 999 étages de la tour. Pour les autres joueurs, l'amélioration est un processus long et coûteux, qui ralentit leur progression, mais avec cet artefact, notre gars prévoit de surpasser même son propre record, et de conquérir chaque étage de la tour des dieux. Voici comment tout a commencé. Les enjeux sont élevés dans un tournoi d'un jeu appelé la Tour de Dieu, les joueurs sont en sueur, en mode acharné, et tout le monde mise sur la victoire de Subai. Ce mec est là, se déplaçant comme laissez-moi la soloté d'Elden Ring. Il porte le coup de grâce, et termine le 999e niveau du jeu. La foule est en délire jusqu'à ce que soudain, boum, il perde conscience. Subai meurt sur le coup et voyage dans une dimension spirituelle du jeu. Quand il ouvre les yeux, il arrive dans la salle de classe du jeu, le point de départ de tous les joueurs. Le frérot a tellement défoncé le jeu qu'ils l'ont balancé, directement à l'intérieur. Subai jette quelques regards autour de lui et comprend rapidement qu'il fait maintenant littéralement partie du jeu. C'est le royaume de Yun. Entrer dans la tour de Dieu a des exigences strictes, mais heureusement pour notre gars, c'est le meilleur joueur, pro acharné de ce jeu. L'idée d'être expédié par crise cardiaque ne lui fait pas peur, ça l'excite même. Le meilleur dans tout ça? Personne n'a terminé plus de 99 étages dans cette version du jeu. Cela signifie qu'un type comme Subai serait un dieu parmi eux. L'instructeur dit aux étudiants d'écraser le cristal, les téléportant immédiatement dans la zone des débutants. Le brisant dans sa paume, Subai commence officiellement sa véritable expérience de ce jeu palpitant. Malheureusement, les données du frérot ont été effacées, il doit donc tout recommencer à zéro. Subai apparaît dans la zone des débutants et découvre un artefact unique en récompense pour avoir terminé le dernier étage. Cet artefact suprême surpasse tous les autres types de classes dans le jeu, allant de brut à commun, excellent à rare, parfait à légendaire, et enfin épique et suprême. Cet artefact suprême l'aide à améliorer n'importe quel équipement avec un taux de réussite de 100% pour une somme modique. Avec ça, Subai a déjà une longueur d'avance sur la concurrence. Se dirigeant vers la taverne des débutants, il se demande si la tenancière se souvient encore de lui. Notre gars inspecte ses statistiques de débutant et réalise que ce n'est plus seulement un jeu sans conséquences. Chacun de ses mouvements va mettre sa vie en jeu, donc même un bonus de stats de 10% au départ est une bénédiction. Ce qui est bien avec son artefact suprême, c'est qu'il détecte automatiquement l'équipement améliorable. L'idée que même une pièce d'équipement basique et merdique puisse être améliorée surprend notre gars. Le mec tente le tout pour le tout mais oublie soudainement qu'il est fauché comme les blés et n'a pas les pièces pour faire l'amélioration. Subai se fixe comme objectif de se faire de l'argent, sachant que dans ce monde, ça peut résoudre tous les problèmes. Parlons des mécaniques de la Tour de Dieu. Les débutants bénéficient d'une période de grâce de 7 jours pour obtenir un avancement de classe à travers 10 étages. Les joueurs qui ne parviennent pas à obtenir un cristal d'avancement sont éliminés du jeu, entraînant l'expulsion d'innombrables joueurs. En zoomant sur le bar, notre gars est en train de draguer une bombe atomique avec une proposition. Subai lui offre un tas de recettes de cocktails rares, mais elle n'y croit pas une seconde. La tavernière offre à Subai toute son attention, même avec ses arguments de poids. Notre gars lui dit de se calmer et écrit la recette. Elle la prend, promettant de lui casser la gueule si c'est une arnaque. Je veux dire, je connais beaucoup de gens qui foiraient intentionnellement la recette pour un tel marché, mais Subai n'est pas un canard, et en seulement 5 minutes, sa recette prend vie sous la forme d'un cocktail de sang de bête. Les clients sont choqués, exigeant de goûter la boisson pour des dizaines de pièces. Cependant, elle leur hurle dessus, soulignant que c'est seulement à elle de la boire. La bombe boit avec délice, pendant que son eau lutte pour sa vie. Au moment où elle a fini de le descendre, la fille est littéralement en chaleur et veut d'autres recettes. Subai lui propose 5 recettes pour 20 pièces d'or, une offre qui lui plaît vraiment. L'affaire est conclue, lui assurant assez d'argent pour l'amélioration. La tavernière est aussi une candidate parfaite au mariage, car elle offre à ce gars une arme de grade excellent gratuitement. Cette belle lame s'appelle la dague raffinée. Il la remercie et part, la draguant de manière ambiguë en suggérant qu'ils sont de vieux amis. Dehors, notre gars commence ses améliorations avec juste une poignée de pièces d'argent. La qualité de son arme monte en flèche avec des statistiques améliorées. Maintenant, il peut facilement terminer le premier étage, sans difficulté. Subai arrive dans la région extérieure de la zone des débutants. Les pires losers imaginables chassent des lapins et se la jouent dure. Le mec passe à côté d'eux, les traitant de mauviettes pour s'en prendre à quelque chose de si inoffensif et mignon.
Un des gars l'avertit de ne pas s'approcher d'une zone de danger, mais l'idée est si déconcertante pour lui que notre gars s'en fiche complètement. Soudain, un serpent du vent surgit par derrière pour l'attaquer. Subé réagit si vite avec sa lame, que ça ne le perturbe même pas, transformant la créature en sushi. Le reste de ces débutants de bas niveau sont sans voix, agissant comme s'ils venaient de fendre la terre en deux, alors que ce n'était qu'un monstre de niveau 1. Ces types l'avaient prévenu de faire attention au serpent, car un seul coup critique pourrait lui être fatal. Appréciant le conseil, il leur lance une pièce de cuivre et s'en va. Les nuls pensent qu'il a perdu la tête et qu'il va inévitablement se faire tuer, mais pour Subé, cet endroit est une promenade de santé. Un autre serpent du vent tente de le prendre à revers, pour finir poignardé dans le cou. Malheureusement, le farm est bien trop lent à ce stade. Cela signifie que notre gars doit accélérer le rythme et éliminer des hordes de monstres pour nettoyer le premier étage. 3 autres de ces foutues bestioles volantes arrivent, pour se faire découper comme du papier en quelques coups. Subé prend plaisir à farmer des points d'expérience et des pièces sur eux, pendant que le système fait une annonce officielle concernant la 10e saison de la tour, et l'excitation l'envahit. Cette fois, il a l'artefact suprême à ses côtés. Rien ne va empêcher cet homme d'obtenir la récompense du premier sang. Pendant ce temps, le groupe de nuls jacasse pour savoir qui sera la première personne à obtenir la première élimination. Normalement, les 3 grandes familles sont connues pour s'assurer la première élimination chaque année. Lin Yushun, la fille aînée de sa famille, est tellement suréquipée que son équipement à lui seul a coûté des dizaines de millions. Pour elle, ces nuls sont des insectes sans valeur qui ne peuvent tuer que des lapins. Mais pas notre gars. Il découpe ses nouilles volantes sans relâche. Enfin, Subé atteint l'expérience requise pour le niveau suivant et évolue au niveau 2. Il a même obtenu un coffre en fer merdique pour ça. En inspectant ses stats, Subé découvre le classement du système. Certains joueurs speedrun déjà le niveau 3. Il a perdu trop de temps à se concentrer sur l'artefact suprême, mais maintenant son objectif principal est de voler la première place au meilleur joueur. D'abord, Subé s'intéresse au coffre devant lui. En ouvrant le coffre en fer noir, notre gars débloque une armure en tissu de base avec 30 pièces de cuivre supplémentaires. Subé est confronté au dilemme de soit renforcer sa dague de qualité supérieure, soit améliorer son armure. Sachant que le boss de la zone des débutants ne sera pas difficile à battre. Il décide d'utiliser l'amélioration sur sa dague premium. Le système lui demande de choisir le nombre d'améliorations, Subé ne sélectionne qu'une seule amélioration. Lui coûtant 50 pièces de cuivre, avec cela la lame évolue en une dague raffinée. Se disant, et puis merde, on fonce, cet homme décide qu'il est temps de l'améliorer au maximum. Pour une amélioration de 7 fois, Subé sélectionne l'option et dépense les pièces nécessaires. Le système déclenche le cycle d'évolution de son arme. La dague raffinée a maintenant acquis 8 points supplémentaires et son attaque physique est capable d'infliger 60 points de dégâts en une fois. L'arme semble tout droit sortie de Valorant. Et les améliorations ont augmenté la puissance d'attaque de la dague. Subé l'a fait tournoyer, satisfait de sa nouvelle vitesse. Même si l'arme n'est que de qualité excellente, ses statistiques sont en fait comparables à celles d'une arme rare. Tout cela est possible grâce à l'horloge suprême à sa disposition. Croyant qu'il est prêt pour le premier étage, notre gars s'avance pour défier la tour de Dieu. Parlons du système de réapparition du boss, il ne réapparaît que 10 fois le premier jour. Toute personne capable de le tuer peut accéder directement au premier étage de la tour. Même si le boss est attaqué par une équipe entière, seules quelques personnes sont autorisées à entrer dans la tour le premier jour. Arrivé aux ruines, notre gars attend patiemment. Soudain, un bruit de combat attire son attention, la panique s'installe. Il ne se doutait pas que quelqu'un était déjà arrivé avant lui, Subé met les gaz et se précipite pour s'attribuer le premier sang. Pendant ce temps, l'équipe qui est en plein raid n'a aucune difficulté à coincer la horde de gobelins, observant depuis sa petite cachette. Subé est stupéfait de voir des baleines acheter des armes de premier ordre dès le premier jour. Sa confusion est rapidement dissipée lorsqu'il aperçoit Lin Yukan de la famille Lin. La même jeune femme qui possède un ensemble d'équipements valant des dizaines de millions à ce stade. La puissante dague de notre gars semble être de la camelote à côté de son matos. Les membres de son équipe se ruent en avant pour charger les gobelins, son assistant personnel, le blondinet. Pense qu'ils atteindront facilement le premier étage en un rien de temps. Cependant, Lin Yukan souligne que les 2 autres familles principales pourraient également les suivre de près. Soudain, Yukan sent la présence de quelqu'un et interpelle immédiatement l'homme qui se cache à proximité. C'est notre gars qui abandonne après avoir été démasqué et salue calmement. L'assistant de Yukan lui demande à quelle équipe il appartient, notre gars assurant qu'il joue en solo. Il n'y a donc aucune équipe avec lui.
Il insiste également sur le fait qu'il ne veut pas de problème. Et qu'il ne faisait que passer, mais la jeune femme se méfie de ses paroles. Elle et son équipe sont équipés jusqu'aux dents avec du matériel de premier ordre, et même ainsi il leur a fallu 30 minutes juste pour traverser la forêt, et pourtant ce type est arrivé à peu près en même temps, tout seul. Subei joue l'innocent et leur dit au revoir. Zhang Fei est méfiant et accuse Subei de les retarder pour qu'ils puissent s'occuper du boss. Sentant l'urgence d'agir, la jeune femme arrête un de ses bataillons et leur ordonne de coopérer les uns avec les autres, juste pour qu'ils puissent empêcher Subei de partir. Elle n'a aucune intention de perdre son premier boss. Face à un parfait inconnu, 7 guerriers se ruent sur notre gars. Subei n'est pas inquiet de se faire attaquer et trouve simplement la situation agaçante. Faisant apparaître sa dague, il les nargue de l'avoir entraîné dans leur bazar. L'assistant sarcastique pense que notre gars est arrogant, car il n'est rien de plus qu'un débutant de niveau 2 face à un groupe de combattants. Les guerriers se jettent rapidement sur notre gars, tandis que Subei est plus qu'heureux de les divertir. La première attaque prend la forme d'une flèche, que Subei dévie nonchalamment d'un simple réflexe. Cette attaque venait en fait de la jeune femme elle-même, et ses réflexes l'ont choquée. Ensuite, 2 guerriers s'élancent pour une frappe aérienne. Subei les découpe comme des légumes d'un seul coup. Sa vitesse de réaction monstrueuse stupéfie le blondinet de merde. Tout à coup, le débutant de niveau 2 apparaît. Comme un monstre de boss lui-même. Farmant son aura au maximum, notre gars humilie le groupe, en leur rappelant qu'ils sont bien en dessous de son calibre, même s'ils possèdent un bon équipement. Disant cela, il passe à l'offensive, fauchant 3 hommes de plus avec des coups critiques consécutifs. Témoin de son carnage imparable, l'assistant a un moment de « Oh merde, on est foutu » et appelle à la retraite. Conservant toujours son arrogance, il menace Subei pour s'en être pris à la mauvaise famille, mais notre gars s'en fiche complètement et marche. Comme si l'endroit lui appartenait. Peu importe de qui il s'agit, il tuera quiconque se dressera sur son chemin. Malgré les problèmes de colère du petit con, Dame Yukan dit à son toutou de la fermer. Zhang Fei est stupéfait de voir sa concession soudaine. Faisant une offre, Yukan propose un marché à l'intéressant joueur solo. Le truc c'est que Dame Yukan a la tête sur les épaules. Elle a déjà jugé. Subei est exceptionnel pour être arrivé tout seul et avoir vaincu plusieurs hommes. Sa proposition soudaine et ridicule déconcerte le puceau Zhang Fei, qui traite notre gars de simple joueur solo, mais Yuchan lui dit de se taire à nouveau, lui rappelant que leur objectif est de conquérir la tour de Dieu. Sans hésiter, notre gars pense que c'est un marché équitable et leur assure qu'il n'attaquera ni ne dérangera plus leur groupe, à condition qu'il lui accorde une taxe de protection, une pièce d'argent par personne. Subei pense que c'est un prix juste, mais ce lèche-botte de fait perd la tête face à l'audace du jeune homme. Pour la 3e fois, la jeune femme dit à son toutou de se la fermer. La jeune femme lui donne 3 pièces en gage d'amitié. Elle veut aussi que notre gars l'ajoute comme ami. Subei est d'accord avec cette offre, tant qu'elle peut offrir une autre pièce d'or. Cet homme est en train de lui soutirer tout son or. Yuchan accepte l'offre nonchalamment, tandis que Zhang Fei tremble comme un perdant. La belle gosse fait une 2e suggestion, recommandant que Subei et l'équipe chassent le boss débutant ensemble. Son intérêt constant pour la défaite du premier boss est clairement évident pour Subei. Sachant cela, il accepte le marché tant qu'ils peuvent s'entendre sur une autre condition. Yuchan l'écoute alors qu'il fait à nouveau une offre ridicule. Notre gars veut prendre le contrôle total du groupe dans le cadre de leur stratégie pour vaincre le boss. Subei n'en a rien à carrer. La seule façon pour lui de les laisser participer à l'élimination, c'est qu'ils suivent ses ordres et ne deviennent pas un obstacle. Malgré l'ouverture d'esprit de Yuchan, elle n'est pas d'accord avec le marché et refuse de céder le commandement. Faisant comme si de rien n'était, notre gars tourne les talons et est plus qu'heureux de les laisser derrière. Soudain, Yuchan change complètement d'avis, elle offre littéralement 100 pièces d'or à cet homme, sorti de nulle part, juste pour l'avoir de son côté. Il décline son offre insultante, sachant qu'il obtiendra bien plus en tuant le boss. Zhang Fei le traite de frimeur, mais quelque chose cloche et Yuchan le sent. Elle doute de ses chances de vaincre le boss avec une équipe, et pourtant voilà Subei qui se promène, agissant comme s'il avait déjà gagné. Dans la scène suivante, notre gars est occupé à jouer avec le système. Grâce à ses nouvelles pièces d'or, il peut à nouveau améliorer son équipement. Vous vous souvenez de cette armure de tissu basique? Il priorise son amélioration maintenant, payant 1650 pièces d'argent pour passer le temps d'amélioration également, augmentant son endurance globale. Subei est ravi de voir sa santé monter en flèche au-delà de 300. Dans la scène suivante, nous sommes de retour à la taverne. De nombreux joueurs débutants meurent d'envie de tuer le premier boss, et il est certain qu'ils passeront bientôt au premier étage.
La tenancière de la taverne se demande avec amusement si la nation Yan sera capable d'obtenir la première élimination cette année, même si leur guilde a détenu le record de la première élimination. Jusqu'au 9e étage. Ils ont finalement été balayés par une puissante recrue de la nation Beacon. Cette recrue avait une sorte de profession de classe triple S et est devenue la crème de la crème pendant qu'il jacasse au bar. Notre gars sautille sur les falaises, évitant les sbires gobelins, pour se concentrer sur la vraie cible. Subé reste abasourdi. Un combat est déjà en cours, ce qui signifie que quelqu'un est arrivé encore plus vite que lui. Analysant l'odeur familière, Subei se demande si la poudre de dissimulation d'énergie est utilisée. La poudre masque en fait l'odeur du joueur aux autres monstres. Mais cela ne fonctionne pas contre les créatures de plus haut niveau. Ça l'énerve de voir comment les familles riches peuvent facilement utiliser ce genre de merde pour progresser rapidement. Au fin fond de l'antre du boss, un groupe de guerriers se bat pour sa survie contre la horde de gobelins environnante. Si le boss combattait déjà un groupe, alors notre gars aurait dû attendre 1 heure entière avant d'avoir son tour. Un des guerriers alerte frère Wang, lui disant qu'un parfait débutant est arrivé de nulle part. Wang ne pense pas qu'il soit nécessaire de l'arrêter, le jugeant inoffensif. Puis il y a Li Yuan de la famille Li, appartenant également à l'une des grandes familles. Elle pense que le gamin se mêle de tout imprudemment, pendant qu'ils sont occupés à insulter notre gars. Certains guerriers suffoquent soudainement d'horreur en regardant Subei s'approcher du boss. Le boss en question est un gobelin titanesque. Il dormait profondément jusqu'à ce que notre gars lui lance une lame sur la poitrine, le réveillant. L'intimidant roi gobelin se lève de son trône, dominant le débutant qui ose le défier. Subei n'a pas peur. Il est plus qu'heureux d'affronter la bête. Le groupe Wang s'inquiète pour le boss et attend les instructions de leur chef. Wang Zixi pense que le débutant va se faire écraser comme un insecte en quelques secondes. La première attaque vient du roi gobelin enragé, qui écrase sa masse et fait exploser le sol. Notre gars l'esquive avec finesse, provoquant la créature et s'attirant sa fureur, s'élançant avec confiance. Subit le traite de chienne et annonce sa mort. Une entaille rapide comme l'éclair élimine instantanément 100 points de vie du boss, mais ce n'est pas assez pour l'abattre. Alors notre gars contre-attaque, assénant une deuxième taillade. Encore plus provoqué, le boss tente de l'écraser d'un seul coup mais le manque et frappe le sol. Sa vitesse ne fait pas le poids face au réflexe vif de Suba. Ensuite, notre gars effectue une descente aérienne, plaçant une taillade verticale qui anéantit une autre bonne partie de sa vie. La seule raison pour laquelle il a pu placer des coups critiques est que Subei possède la connaissance de ses points faibles, à savoir la poitrine, le bas du dos et les yeux. Les spectateurs qui regardent sont sans voix. Ces détracteurs de D1 qui le dénigraient, plutôt n'ont maintenant plus rien à dire. Yuren, inquiète, a demandé son analyse à Zixi, mais ce type se pose la même question qu'elle. Comment ce rookie peut-il être aussi rapide? Le kitting est une technique que même les joueurs de haut niveau ont du mal à maîtriser, et pourtant Subei l'exploite avec désinvolture dans ses mouvements. Le boss est assez faible avec sa vie qui diminue, donc techniquement, il pourrait attaquer Subei et lui voler son kill. Cet enfoiré au sourire narquois pense qu'il devrait attendre encore un peu, croyant que le rookie finira par faire une erreur et subira la colère du roi des gobelins. Je veux dire, Subei est plutôt à l'aise et il est en train de démolir ce boss pour débutants. À ce stade, le roi des gobelins hurle de douleur et essaie d'attaquer à nouveau, mais il le manque complètement, et permet à notre gars de placer une autre taillade critique. Le roi des gobelins rugit de fureur, mais ce cri n'est pas un cri de douleur, c'est un appel pour invoquer ses troupes. Notre gars réalise que les choses sont sur le point de se compliquer, mais, chose amusante, les petits gobelins se concentrent en fait sur le groupe de Zixi et Yuan. Zixi rassemble son groupe en formation d'attaque pour percer le cercle de gobelins. Yuan pense que c'est une entreprise inutile, surtout quand une vague sans fin les encercle rapidement comme des mouches. Concentrant son attention sur le roi des gobelins, Zixi ordonne à son équipe de dégager un chemin du mieux qu'ils peuvent. Pendant que l'équipe est occupée à abattre les gobelins, leur chef avance pour pouvoir porter le coup de grâce. Même avec la capacité écrasante de Subei, Zixi pense qu'il peut voler le coup fatal juste à temps, refusant de laisser quiconque lui voler sa gloire. Mais le truc, c'est que notre gars n'est pas un crétin, et sait que ce type veut lui voler son kill. Subei peut repérer le parchemin magique de niveau intermédiaire. De loin, confiant en sa victoire, Zixi ouvre le parchemin magique, annonçant la fin du débutant ainsi que celle du boss de départ. Le parchemin magique tire un missile de feu, cette torpille enflammée entre en contact direct avec le roi gobelin et explose bruyamment. En regardant les nuages de fumée,
Uran et les autres célèbres, ayant remporté leur victoire ultime. Cependant, Zixi n'est pas du même avis, quelque chose cloche dans la situation. Même si le parchemin a pulvérisé le boss, il n'y a pas de notification du système confirmant l'élimination. Soudain, la notification du système apparaît, sauf qu'elle nomme Subei comme la première personne à avoir tué le roi gobelin dans la région de l'Est. Quand la fumée se dissipe, c'est notre gars en train de farmer de l'aura sur le boss vaincu. Zixi est abasourdi, se demandant comment ce type a pu achever le boss d'un seul coup si vite. Pendant qu'il est plein de questions, notre gars les traite comme une bande d'idiots pour ne pas connaître l'aspect de la blessure fatale. Ce qu'il a fait, c'est exploiter continuellement les faiblesses du roi gobelin, lui permettant d'accumuler suffisamment de dégâts critiques pour l'achever d'un seul coup. Fait intéressant, Subei aurait pu terminer ce combat bien plus tôt, mais il a intentionnellement attendu pour voir la réaction de Zixi. En réalité, notre gars voulait juste donner une leçon à ce noble arrogant. Une leçon que l'argent seul ne suffit pas pour tout obtenir. De retour à la taverne, la même annonce de la victoire de Subei sur le boss de départ leur parvient. Pour la première fois depuis des années, le premier kill du boss a été volé aux 3 grandes familles. Au lieu de cela, un type ordinaire a réussi à se l'approprier, amenant les gens à se demander si ce mec est secrètement un assassin de haut niveau d'un clan secret. Le gamin est un orphelin sans capacité ni arme, donc, il est impossible pour lui d'avoir vaincu les 3 familles dans leur course pour la première place. En changeant de perspective pour le groupe de Huchan, elle reste sans voix, tandis que Simpfei n'en croit pas ses yeux. Immédiatement, elle ordonne à ses bataillons de foncer vers le premier point de ralliement. Enfin, il y a Xisi Wang, qui faisait la gueule même après le sale coup bas qu'il a fait. Ce frimeur sait qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'attendre une autre heure avant que le boss ne réapparaisse. À nouveau. Sortie de nulle part, la jeune dame Yukan arrive par un portail, prenant. S'offusque que Xisi essaie de voler le deuxième boss, pendant que ces nuls se disputent entre eux. Notre gars est récompensé par un coffre en argent pour son incroyable victoire sur le roi des gobelins. Il est aussi maintenant considéré comme l'un des rares joueurs du serveur à avoir accompli la mission, ce qui lui assure un autre coffre en argent. Avec 2 d'entre eux à sa disposition, Subei se demande avec enthousiasme s'il va obtenir de l'équipement rare cette fois. La première boîte est ouverte, lui donnant une paire de bottes rares appelées un pas. Le deuxième coffre en argent sert de butin de soutien, lui rapportant 10 petites potions et des pièces d'argent. Grâce à cela, sa vitesse de déplacement connaîtra une augmentation de 30% pendant 1 minute. Malheureusement, leur utilisation nécessite un niveau 5 minimum, donc même avec ce butin décent, notre gars ne peut pas l'utiliser tout de suite. Cela lui rappelle de vérifier le classement de la 10e saison du défi de la tour. Il trouve la liste et découvre une sacrée surprise. On pourrait penser que notre gars a atteint une des premières places, mais il est en fait classé 98e. En inspectant de plus près, Subei découvre que les meilleurs joueurs ont tué le boss encore plus tôt. Ils viennent d'autres régions, mais il est clair que ces baleines ont dépensé beaucoup d'argent pour obtenir de l'équipement de premier ordre. Afin de finir si tôt. En buvant une des potions, Subei obtient un bonus temporaire de points d'expérience pendant 60 minutes. Son objectif principal est de farmer ses niveaux encore plus intensément, surtout qu'il y a toute une liste de personnes plus fortes que lui en ce moment. S'approchant d'un portail de donjon menant au premier étage, il accueille la saison avec une grande impatience. De l'autre côté, Subei se retrouve dans une dimension spatiale. Un regard à son environnement lui fait réaliser que c'est en fait le donjon du labyrinthe sombre. Cela le perturbe un peu. Le truc avec les donjons de la zone débutant de la tour, c'est qu'il en existe de nombreux types différents, avec des difficultés variables. Le donjon du labyrinthe sombre, celui-ci, se classe à une difficulté allant de moyenne à élevée dans le parcours débutant, ce qui en fait l'un des plus difficiles pour les nouveaux joueurs. Posant son pied avec précision, notre gars commence à se déplacer de manière systématique. Il fait attention à chaque pas et se souvient que c'est le même schéma que la dernière fois. Subei s'estime chanceux d'avoir conservé sa connaissance du labyrinthe. Soudain, un bras jaillit du sol depuis un cercle magique. Une goule effrayante surgit de nulle part. Notre gars ne s'attendait clairement pas à rencontrer son ex-petit ami ici. Subei sait que c'est une goule, ce n'est pas le problème. En inspectant les stats de la créature, il apprend que c'est un type normal avec des statistiques moyennes. Le problème avec les ghouls, c'est leur grande agilité, combinée à d'intenses rafales de dégâts. Cela signifie que notre héros doit jouer la prudence pour ne pas se faire submerger. Activant sa compétence de pas éclair, ce type fonce littéralement sur la goule, lui assénant un solide coup critique. Ce seul coup de lame suffit à tuer la bête sur le champ.
Juste au moment où notre héros pensait n'avoir affaire qu'à une seule goule, une autre surgit du sol et tente de l'attaquer. Heureusement, Subai la tranche de la même manière, la tuant d'une seule attaque. Avec 2 victimes coup sur coup à son actif, il gagne 40 points d'expérience et passe par conséquent au niveau 3. Grâce à cette montée de niveau, il a également acquis 2 points d'attribut. Les choses se mettent en place après avoir vaincu le roi des gobelins, mais le donjon n'est pas encore terminé. Cette fois, il y a une énigme avec 2 tablettes d'inscription. Chaque tablette a sa propre couleur. Rouge signifie difficile, bleu signifie facile. Étant donné que notre héros surclasse largement le niveau, il choisit intentionnellement la rouge pour obtenir ses récompenses juteuses. Se tenir sur la dalle le téléporte à un autre endroit du labyrinthe. Faisons un dézoom et voyons ce que le royaume de Yan manigance. Au QG de la guilde de la dynastie Zhou. Le maître de guilde apprend la progression sans heure de Junkai. Zhou Wong, le fondateur et chef, ne se soucie pas d'une progression sans importance. Tout ce qui l'intéresse, c'est qu'ils obtiennent le prix final. Son assistant pense que le père et le fils se ressemblent et assure au chef de guilde que le jeune maître Genkei se hissera au sommet du classement des débutants cette année, mais le chef de guilde s'emporte, hurlant sur son assistant. Le fait est que chaque saison avant celle-ci a eu son propre roi des débutants. Chacun d'eux est un guerrier compétent qui a dû lutter pour arriver là où il le voulait. Ce n'est pas un titre que l'on peut attribuer à n'importe quel fils à papa. Zhou Wang espère le meilleur pour son fils, croyant qu'il le rendra fier. Retour à notre héros, qui est en train de décimer un trio de ghouls. Comme dans du beurre. 3 de plus à terre, il gagne des points d'expérience et atteint presque le niveau 4. Ces monstres l'aident à farmer des points avec facilité, et sa potion d'expérience rend le tout encore plus rentable. Une fois toutes les ghouls vaincus, leurs cadavres disparaissent de la pièce. Étonnamment, 5 dalles s'illuminent successivement, chacune arborant une couleur différente. Subei fixe l'intrigante tablette grise, qui mène toujours à une salle secrète. Ce n'est pas un bonus auquel il s'attendait, mais il l'accueille à bras ouverts. Curieux de voir ce qui se trouve au bout de ce chemin, il marche sur la tablette grise pour atteindre la salle cachée. Au moment où il se téléporte, il est également accueilli par des dizaines de ghouls assoiffés de sang. Ces aspirants Spider-Man ne perdent pas de temps et se jettent sur notre héros. Mais ils ont oublié qu'ils avaient affaire à Mahal Jordan. Subei bondit pour relever leurs défis et taillades. Chacun d'entre eux en l'espace de quelques minutes. Cet homme terrasse chaque ghoul dans la salle, atteignant le niveau 4 et gagnant des points au passage. Subei vérifie avec enthousiasme son système de niveau, après avoir vidé la salle cachée. Bien que la difficulté de la salle soit de rang S, cet homme a réussi à la vider sans aucun problème. Sa préparation terminée, notre héros pense qu'il est enfin temps pour lui de rendre visite au boss. D'abord, il inspecte le classement mondial. Parmi eux, Zhou Jianchei est au sommet avec Lin Mengshuan en 2e position, mais même ainsi, il semble que le boss n'ait encore été vaincu par personne. Naturellement, Subei marche sur le seau rouge, ouvrant une crevasse qui le mène au boss. Cette fois, il est ravi de faire un speedrun record pour rendre jaloux le reste des joueurs. Avec cette détermination, il arrive dans l'antre du boss. L'antre est gigantesque, englobant le domaine du boss du premier étage. Il y a des statues de gargouilles avec un homme bœuf gigantesque assis sur son trône. La bête dégage une aura palpitante, vêtue d'une tenue de guerrier. Subei ne les considère même plus comme une nuisance. Se précipitant avec sa lame affinée, Subei démolit le groupe de ghouls par des frappes successives et mutilantes. Les serviteurs sont vaincus en un rien de temps, pendant que notre héros fonce à toute vitesse pour s'en prendre au monstre boss. Toujours assis sur son trône, une paire d'yeux démoniaques rouges le foudroie du regard avec fureur. Pour une raison quelconque, un boss du premier étage se comporte comme le boss final. Ce Minotaure est classé comme une menace de niveau élite, avec une barre de vie gargantuesque de 55 000 points. Il a même 3 compétences différentes pour dérouter les joueurs. Mais même face à tout cela, Subei reste calme. Et nargue le Minotaure en lui disant qu'il est tout aussi arrogant qu'avant. Pour commencer, notre héros lance son épée leurre pour attirer l'attention du boss. Le Minotaure balaie nonchalamment l'épée d'un revers de la main. Agacé, le colosse saisit son énorme hache de combat, canalisant des éclairs d'électricité. Préparé, le monstre pousse un cri de guerre qui fait trembler la salle du donjon par sa férocité. Cri de guerre s'active. Les 2 gargouilles qui étaient assises au sommet des piliers. Subei ne montre aucun signe de peur et affiche au contraire une véritable excitation à l'idée d'être défié. L'explosif Minotaure active sa compétence de charge piétinante pour déchaîner un lourd coup de hache. Pendant ce temps, les 2 gargouilles prévoient d'attaquer notre garçon par derrière. Combattant stratégiquement, Subei esquive d'abord le coup, faisant chanceler le Minotaure et créant une ouverture.
Puis il exploite cette même ouverture en poignardant le monstre à son point faible, portant un coup critique dès le premier contact. Le monstre rugit, mais notre garçon est déjà en mouvement pour un second coup et file à toute vitesse sur le champ de bataille. Lisant le prochain mouvement du Minotaure, Subei anticipe une autre frappe tranchante, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, ce type submerge littéralement ses 3 cibles par sa vitesse. Avec une série de coups tranchants de haut en bas, chaque coup cause une quantité immense de dégâts, grâce à la compétence d'aspiration ultra rapide de Subei. Enragé, le Minotaure tente d'écraser notre garçon. Subei s'élance au loin avec aisance. À ce moment, le Minotaure est furieux, si furieux qu'il brûle d'une aura orange, puisant dans l'une de ses 3 compétences appelée la charge du taureau lourd. Je ne sais pas pour vous, mais si un taureau de la taille d'une maison couverte de flammes me fonçait dessus, je prierais tous les dieux de la terre pour sauver ma peau. Subei n'avait pas anticipé que le Minotaure utiliserait une compétence si rapidement. Le monstre est à quelques instants d'écraser notre garçon, mais c'est exactement ce que il voulait qu'il se passe depuis le début. Subei utilise la rage du taureau contre lui, et esquive nonchalamment la charge juste à temps, narguant même le Minotaure pour avoir manqué sa cible. Il traumatise le boss avec un coup tranchant cinglant à travers son œil. Ce coup critique est si violent qu'il lui retire 1000 points immédiatement. Quant aux 2 gargouilles qui l'attaquaient en tenaille par derrière, Subei n'éprouve aucune difficulté à s'occuper d'elles. Il agite simplement son arme à travers le champ de bataille et les tranche toutes les 2. Grâce au point ajouté, Subei atteint enfin le niveau 5, atteignant finalement son objectif. Il peut maintenant utiliser la compétence surpuissante de son équipement de pied rare. Subei la sélectionne et active sa capacité un pas, augmentant sa vitesse pendant 30 secondes. Il était déjà rapide, mais maintenant il est si incroyablement rapide que le Minotaure ne peut même pas le voir. Des traînées bleues fendent le corps de la créature, le tailladant de partout et lui infligeant des torrents de douleur aiguë. Enragé et insulté, le Minotaure est forcé d'entrer dans son état de berserker. Cet état maniaque du monstre est un cauchemar à gérer même pour ses propres serviteurs, alors qu'il écrase les goules de colère. Subei se moque de la bête même à ce moment-là, qualifiant le combat de simple jeu d'enfant pour lui. Ses manœuvres sans effort surstimulent le corps du Minotaure, qui cherche sa cible sans défense alors que son mode berserk s'estompe jusqu'à 0. Le Minotaure fonce furieusement pour attaquer, mais au moment où il choisit une direction, Subei se téléporte simplement derrière le boss avec sa vitesse divine, le désorientant, encore et encore, exploitant une opportunité facile. Subei tranche la poitrine du Minotaure, lui infligeant un autre coup critique. La même bête imposante qui semblait intimidante au début de leur combat est maintenant à genoux, perdant continuellement des PV à cause d'une hémorragie rapide. Et maintenant que le monstre est immobilisé, le boss est juste une cible facile à tuer. Subei plonge sa lame dans sa peau épaisse, faisant jaillir encore plus de sang. Ce dernier coup vient d'anéantir 3000 points de vie. Finalement, le monstre n'a plus assez de vie pour continuer le combat, et s'effondre au sol dans un bruit sourd. La conclusion de la bataille rapporte à Subei un ticket d'entrée pour le 2e étage du donjon, après avoir vaincu le boss du premier étage avec une note de combat parfaite. Le système le récompense avec la somme colossale de 10 000 points d'expérience. Le système l'honore également avec l'exploit de devenir le premier joueur à battre le boss du premier étage. Sa récompense est un coffre au trésor en or, ainsi qu'un orbe d'expérience parmi des pièces d'or. Le temps du speedrun est juste en dessous d'1 heure, ce qui bat également le record de tous les temps pour la complétion de la tour de Dieu. D'un autre côté, une certaine personne affronte le Minotaure géant, avec une explosion flamboyante. Cette personne n'est autre que Joe John Kay, qui possède le canon d'annihilation des 10 000 calamités. Ce fils à papa pense que le monde lui appartient grâce à l'argent de son père. Mais alors qu'il combat la créature, une annonce du système apparaît, informant les joueurs de l'incroyable record de Subei qui a vaincu le boss du premier étage. Le visage de Junkei se décompose sous le choc, incapable de comprendre comment quelqu'un a pu être encore plus rapide que lui. Dans le classement actuel, Subei vient de détrôner Junkei de la première place. Ce type a tellement le seum qu'il pense que notre gars a dû tricher. Car personne n'aurait pu vaincre le Minotaure en moins d'1 heure. La notification du système a attiré l'attention de nombreuses personnes, les amenant à s'interroger sur la légitimité du joueur connu sous le nom de Subei. Personne n'aurait pensé que le royaume de Yan serait responsable de la recréation d'un monstre comme Li Jianxian, qui est devenu une légende pour sa nation. D'après les performances de Subei jusqu'à présent, les gens parient déjà sur ses chances de réussir, en tant que roi des débutants de la saison. Encore plus alarmé est le chef de la guilde, le père de Junkei, qui s'interroge sur l'identité de Subei. Pourtant, il restait 9 étages dans la tour du dieu,
Et si Junkai réussissait sa mission de changement de classe, il pourrait potentiellement lui ravir le titre de roi des débutants. Faisant preuve de mépris pour son fils, le chef de guilde exige une enquête approfondie sur Subai. La scène passe à Dame Ushan, qui est déjà en train d'agir, envoyant des messages à notre garçon. Elle l'a même invité à venir travailler pour la famille Ling et à la fin, regrette énormément d'avoir sous-estimé ses capacités. Revenons à notre garçon, qui se tient devant le coffre au trésor en or. Cette petite merveille n'apparaît que pour les premières éliminations et les événements spéciaux, ils sont donc très difficiles à obtenir. Grâce à son exploit, Subei sera la première personne à ouvrir le coffre en or de cette saison, ce qui signifie qu'il est assuré d'obtenir un équipement de premier ordre. Flottant devant ses yeux se trouve un objet de grade parfait, plaqué or. Son nom, la toute-puissante ouïe dorée. Notre garçon attrape sa ouïe et empoche le pactole. Il sait que cet objet deviendra beaucoup plus utile dans les étapes ultérieures de la tour. Il consomme les bienfaits de l'orbe, gagnant 60 000 points d'un seul coup. En conséquence, il passe directement au niveau 6. Ensuite, il améliore son équipement de pied, dépensant 3000 pièces d'argent pour sauter la durée de l'amélioration, puisqu'il a plus qu'assez d'argent à sa disposition. Subei obtient l'avantage immédiatement. Après un moment, il baigne dans une amélioration de haut niveau. Le système décrit son profil actuel, son équipement principal étant l'artefact suprême, sa fidèle lame raffinée, ses chaussures rares, et enfin une armure commune. Pour augmenter la difficulté de son parcours en speedrun, Subei se fixe comme objectif personnel de terminer les 10 étages, en moins de 24 heures. Notre prochain lieu est le désert de Naka. Le système informe notre garçon d'une minute d'attente avant le début de la première vague. Le compte à rebours commence pendant que Subei est intrigué par le paysage, sachant ce qu'il fait dans le désert. Subei s'attend à 10 vagues d'invasion de monstres, mais cela lui semble bien trop lent et facile. Il veut donc chercher un moyen de les aider à apparaître encore plus vite. La première créature surgit du portail d'invocation juste derrière lui. Cette horreur difforme est le lézard à dents de scie à la morsure venimeuse. Subei s'ennuie sincèrement et pense que ces bestioles ne vont que lui faire perdre son temps. Au lieu de les attendre, le gars prend l'initiative et passe à l'action en se jetant sur eux d'un seul coup tranchant. Le premier lézard est tué d'un coup critique, puis un autre, coup sur coup, jusqu'à ce que la vague entière soit anéantie. Maintenant qu'ils sont tous morts, la deuxième vague arriverait dans une minute. Le processus de combat normal pour vaincre ces lézards prend environ 10 minutes, mais notre gars a facilement réussi à vaincre la vague en deux. La deuxième vague arrive, et Subei active son équipement pas unique. Ainsi, il les atteindra encore plus vite qu'avant et les éliminera rapidement. Avec l'effet activé, cet homme devient Flash, enchaînant les victimes les unes après les autres dans un mouvement en zigzag. Subei est si excité qu'il veut battre tous les records qu'il a établis dans sa vie antérieure. Le système annonce anéantissement complet de la vague 2 des lézards. La troisième vague est rapidement apparue, pour se faire tuer de la même manière. La quatrième est apparue, morte elle aussi. Cela a continué jusqu'à ce que finalement, notre gars affronte le boss du deuxième étage. Subei est à quelques secondes de porter le coup de grâce au loup-garou. Son coup final porte l'estocade, mettant fin à la vie de la créature. Ainsi, l'étage 2 est terminé et le ticket d'entrée pour le troisième lui est accordé. Le système le récompense avec un autre coffre au trésor en or, pour avoir été le premier à tuer le boss. Son temps de complétion n'était que de 30 minutes également, ce qui en fait un speedrun vraiment rapide. En ouvrant le coffre, notre gars découvre la seule chose dont il avait le plus désespérément besoin. Une armure liée de grade parfait, parée de violet et d'or. Cet objet est une tuerie, avec en plus un effet de régénération. Subei est fier de sa chance et se dirige directement vers les paramètres d'amélioration pour booster ses stats. Il ne veut pas la rendre complètement surpuissante, au point que même lui ne pourrait l'utiliser. Dépensant une pièce d'or, notre gars procède à l'amélioration coûteuse, satisfait de son investissement de premier choix. Le niveau de Subei passe à 7 après avoir consommé un autre orbe d'expérience. Il est maintenant assez puissant pour défier le troisième étage. Avec le ticket d'entrée, notre gars s'avance vers le portail après avoir dépensé 100 pièces d'or comme si de rien n'était. Son obstacle actuel est le manque de fonds. À l'intérieur de la caverne soyeuse du troisième étage, Subei est confronté à des bestioles sanguinaires en tout genre. C'est un exterminateur d'insectes de taille humaine, alors il fonce pour tous les tuer. Actuellement, Junkai est toujours occupé à pulvériser le Minotaure jusqu'à ce qu'il le batte et termine le premier étage. Son temps de complétion est de 2 heures et 25 minutes, ce qui est bien plus que celui de Subei.
Grâce à sa victoire, il obtient une arme rare, appelée l'épée longue exquise comme récompense. Le gars est super excité au début, jusqu'à ce qu'il vérifie le classement et voit Subei balayer les rangs de l'étage 2. Ça le stupéfie, de voir comment cet homme a déjà anéanti le deuxième étage. Alors que John Kai n'y a même pas encore mis les pieds, le désespoir s'installe et cet aspirant caïd s'avoue vaincu. L'identité de Subei le laisse perplexe. Pendant ce temps, notre gars est en train de découper l'énorme araignée obèse. Pour son plus grand plaisir, il boucle l'étage 3, de manière extrêmement rapide également, s'assurant à nouveau la première place. En avançant rapidement, il ne rencontre aucune forme de difficulté avec le 4e étage non plus. Un autre record établi. À l'étage 5, il anéantit un behemoth aquatique, terminant le niveau en 20 minutes. Ces victoires consécutives sont ridicules aux yeux des spectateurs. À leurs yeux, c'est un monstre absolu pour un débutant qui ne montre aucun signe de ralentissement. Beaucoup d'autres discutent, se demandant si cette saison est trop facile pour les débutants. Mais vient alors la question du rythme de Jun Kai, car bien qu'il ait obtenu gratuitement une arme divine, il a quand même mis du temps à finir le niveau 1. La scène passe à la salle de réunion stratégique, où les membres du groupe expriment leur intérêt pour notre gars. Pei-Ling, Sui et Xiantian trouvent étrange que ce mystérieux individu n'ait même pas d'antécédents ou de liens familiaux. Je suppose que Subei peut être tombé sur une sorte de capacité surpuissante à l'intérieur de la tour, mais c'est extrêmement rare. Seulement 10 pièces d'équipement de grade épique existent dans le royaume de Yan, il n'est donc pas raisonnable de penser que Subei en possède une. Ling Shuai et Nantian sont deux des combattants les plus compétents que le royaume de Yan ait jamais connus, et même eux sont abasourdis par cette situation. Leur discussion est interrompue par le chef de la stratégie, le capitaine Suquan. Ce type ne se soucie pas des détails. Tout ce qui l'intéresse, c'est d'acheter les armes de Subei après son retour de la tour, raisonne-t-il. Qu'il pourrait organiser une réunion avec lui pour discuter des détails, Nantian exprime ses objections. Mais le capitaine le fait taire rapidement, soulignant que les escouades de débutants ont toujours fonctionné de cette manière. Ils pourraient utiliser Subei pour leurs propres intérêts. Sur ce, le capitaine lève la séance et s'en va. Ling Sui taquine Nantian en lui disant de s'inquiéter pour lui-même, car il est sur le point d'être rétrogradé dans l'équipe de second rang. Revenons à notre héros, il est en train d'analyser ses statistiques de base. Chaque montée de niveau lui octroie 8 points au hasard, mais ce qui vide son portefeuille, c'est le manque de fonds pour les améliorations d'équipement. Désormais, une amélioration minimale va lui coûter 13 pièces d'or, car son équipement est devenu vraiment performant, bien qu'il possède déjà 300 pièces. Subei pense à terminer l'étage 10 et à acquérir 500 pièces. Obtenir le titre de roi des débutants lui rapportera également 200 pièces, mais une réalité désespérante s'installe. Ce n'est toujours pas suffisant. Cet homme a besoin d'une fortune colossale pour vraiment faire progresser ses armes. Soudain, une personne lui vient à l'esprit. En inspectant les paramètres du système, Subei ouvre ses messages, réalisant qu'il est temps pour lui d'accepter des propositions. Vous vous souvenez de Dame Yu-chan? Il lui propose tout un tas de cristaux à différents niveaux de prix. L'aspect intéressant de cette affaire est qu'il offre une réduction par rapport au prix du marché. Yu-chan cède et accepte d'acheter tout le stock. Notre héros est plus qu'heureux de lui vendre 30 cristaux, avec l'idée d'en vendre encore plus tard, finalisant l'échange et acquérant ces précieuses pièces. Subei entre à l'étage 6 pour continuer à farmer. L'oasis sauvage est l'un des étages les plus difficiles de la tour. C'est là que les choses ont commencé à prendre une tournure positive. Le boss peut apparaître de n'importe où, il faut donc regarder partout. Maniant sa nouvelle arme, notre héros saisit sa fidèle arbalète pour la tâche, sauf qu'il n'a pas un carquois rempli de flèches. Subei a l'intention de faire de son mieux. Alors qu'il explore la zone, il est soudainement confronté et encerclé par un groupe de jaguars. C'est l'occasion parfaite pour notre héros de tester sa nouvelle arme, alors il tire une volée de flèches. Les flèches abattent instantanément une partie des monstres, mais quelques-uns se jettent sur Subei par derrière. Sentant le danger, il se retourne vivement et les abat de la même manière. Une fois les monstres tués, Subei décide de réutiliser les flèches plantées dans leurs cadavres. La bonne nouvelle, c'est qu'elles peuvent être utilisées 2 fois, ce qui signifie qu'il pourrait les garder pour les étages suivants une fois leur utilisation expirée. Il va se faire un max de fric en les vendant à Yuchan. En arrivant au ruisseau, Subei se souvient que cet endroit est connu pour être le lieu d'apparition du boss. En remontant le courant, il ressent un picotement. Cela confirme l'emplacement du boss. Comme sur des roulettes, Subei sent son arrivée et s'élance pour le vaincre, cependant, il trouve à la place une bande d'hommes-poissons brandissant des tridents.
Ces créatures sont des monstres de type normal en groupe. Suba les cible un par un avec son arme à distance. Les premières flèches tuent facilement les hommes-poissons. Leur corps laisse également tomber un sac de pièces rares ainsi qu'un cristal de changement de classe. Notre gars sélectionne le cristal de rang B, qui a un taux de drop élevé à cet endroit. Ensuite, il ouvre les paramètres du système pour le cristal et l'envoie à Dame Uchan, lui proposant un échange. La femme jette un coup d'œil au cristal de classe guerrier et propose 100 pièces d'or, ou 100 000 en espèces, vidant complètement son portefeuille. Subay la force à doubler son offre et l'affaire est conclue. Ensuite, il s'éloigne joyeusement, ayant assuré une autre session de farm. Soudain, Subay entend un cri strident et intimidant. Il se retourne, excité d'affronter enfin le boss. Ce type est aussi un homme-poisson, sauf qu'il est sous stéroïdes et a clairement besoin de se calmer. Surnommé le démon poisson de l'Oasis, ce type est un boss d'élite, avec de nombreuses compétences propres, mais ce n'est rien pour Subay, qui se moque du boss et vise son arbalète sur son prochain jouet. L'homme-poisson monstrueux pointe son trident vers notre gars, qui tire de nombreuses flèches de loin. Les flèches infligent une tonne de dégâts, mais ce n'est pas tout. Subay bondit vers le haut pour en tirer quelques-unes de plus à bout portant, assurant coup critique sur coup critique. L'homme-poisson enragé lance son trident, sa seule arme, dans le but de tuer cet insecte d'humain, mais notre gars l'esquive avec aisance. Et le traite de poisson stupide avec un cueil de moule, annonçant sa mort. Subay enchaîne 3 tirs en pleine tête, abusant à fond de ses compétences d'imbo. Le boss est tué dans une gerbe d'eau, tandis que le système le félicite d'avoir atteint un autre score parfait. Cet étage lui a pris près de 2 heures à terminer, en raison de sa difficulté. Cependant, Subay est quand même content d'avoir obtenu 5 coffres d'argent en retour. Récoltant ses récompenses, il ouvre les coffres, obtenant des potions, des pièces d'or et de l'équipement. Notre gars n'est pas satisfait de ce qu'il a eu, car ce sont principalement des objets de bas niveau. Il aime la pièce d'équipement des brassards du démon poisson, et décide de l'améliorer. Subay les porte et apprécie les bonus d'attributs, ce qui augmentera ses statistiques globales, visant le 7e étage. Il se fixe un nouvel objectif de terminer les 10 étages en moins de 20 heures. Étonnamment, le système fait une annonce soudaine. Sortie de nulle part, une nouvelle joueuse, Lin Mengshuan, semble avoir émergé. Avec une profession de classe S d'emblée. Les gens discutent de l'origine de Mengshuan, de la famille Lin, la même famille qui a des liens avec l'immortel épéiste Li, un type si divin qu'il est classé numéro 1 mondial. Les gens prennent sérieusement Mengshuan comme une prétendante sérieuse au titre de roi des novices. Mais certains sont aussi sceptiques à son égard, voyant comment Subay a déjà anéanti le 7e étage alors que Mengshuan est bloqué au 3e. Certains d'entre eux prédisent que Mengshuan a une sorte d'arme secrète tout comme Zhou Junchai. En ce moment, notre héros est au sommet avec Mengshuan et John Shai à la traîne. Le gosse de riche pourri gâté est enragé d'être à la 3e place et a l'intention de prendre sa revanche après le classement du 5e étage. Le 7e étage de la Tour de Dieu nous amène au Château Sombre. Ici, notre héros va affronter le Seigneur Ténébreux primordial. Il tranche le vieux sac d'os avec un coup critique. Au 4e étage, Mengshuan est actuellement occupé à marteler l'homme lézard. Refusant de rester coincé à la 2e place, Junchai est au 5e étage et vient d'acquérir une pierre de changement de classe. Son éveil est en fait incroyable. Junchai, entrant dans la classe de rang double en tant que tireur au 8e étage. Nous retrouvons notre héros défiant une bande de squelettes dans l'abîme de la douleur. Subay les tranche une fois chacun, les tuant d'un seul coup. Il est excité par sa trajectoire actuelle, sachant qu'il ne reste que 2 étages de plus pour renverser Mengshuan. Elle a vaincu le 6e étage en même temps que Junchai. Ils se battent pour la 2e place, pendant que notre héros est déjà au 9e étage. Cet endroit est dégoûtant à cause de ces zombies hideux. Pendant qu'il les bat, Mengshuan s'assure une position au 7e étage, en tuant le boss. Finalement, Subay a gravi son chemin jusqu'au sommet au 10e étage. Celui-ci s'appelle la plateforme du cauchemar, abritant le boss effroyable. Monstre appelé les héros du cauchemar. Comme toujours, notre héros en gros l'appelle petit frère et déclare son objectif de s'emparer du titre de roi des novices. Le combat commence avec Subay se jetant pour en finir proprement, refusant de s'amuser avec son adversaire. D'un seul coup, il assène une douzaine de taillades pour ouvrir le boss. Le behemoth réplique avec sa griffe, mais notre héros la contre facilement, se moquant du monstre d'être assez stupide pour essayer une 2e fois. Le combat prend fin lorsque le fantasme est nettement tranché par une dernière frappe verticale.
Le même monstre cauchemardesque, censé être un enfer à affronter, vient de se faire humilier, les 10 étages ayant été conquis. Le système annonce que Subai est devenu la première personne à terminer le 10e étage, lui octroyant le titre de roi des novices. Ce titre augmente considérablement son expérience de manière passive et ajoute des points d'attribut, mais il ne durera que le temps d'une saison. L'important est qu'il a obtenu un cristal de classe S avec 5 coffres en or gardés en réserve. Notre héros s'attend à un butin de premier ordre cette fois-ci. D'abord, il y a la rare épée du tigre, qui est assez moyenne. Ensuite, il y a une carte au trésor, ce qui est excellent pour la navigation. Un bouclier d'énergie et une pierre de lumière ne sont pas très impressionnants, mais meilleurs que la moyenne. Le meilleur de tout ce lot, ce sont les gantelets du dragon de feu. Leurs statistiques sont si bonnes qu'ils pourraient être classés comme équipement épique. Pour tester leur puissance, notre héros dévaste le terrain, d'un coup de poing. En observant son profil, il pense qu'il deviendra inarrêtable s'il peut simplement améliorer l'équipement avec l'horloge suprême. Ensuite, il ouvre 30 coffres d'argent, qu'il a collectés pendant sa session de farm. Cela lui a assuré assez d'argent pour améliorer toutes ses armes et même en débloquer de nouvelles. Voyons les réactions de la foule, les spectateurs de Yan sont choqués d'assister à la conquête réussie de Subai en 10 à 7 heures. Il a également obtenu cristal de classe S, qui est le plus rare, si rare que des gens comme Li, l'épée immortelle, en avait un et est devenu le numéro 1 mondial. Les habitants du royaume de Yan pleurent des larmes de joie pour le succès de leur nation. Tous les membres du conseil de réunion surveillent les enregistrements de combat de Subai. Le capitaine exige d'enquêter sur la moindre information concernant notre héros et insiste pour le recruter immédiatement. Ling Sui demande ce qu'il devrait lui offrir en premier lieu, ce qui pousse le capitaine à lui crier dessus. Son offre est l'escouade du plus haut niveau que Subai puisse rejoindre, la même escouade qui est en première ligne pour toutes leurs missions. Après tout, un talent, comme Subai ne pourrait jamais être placé avec des perdants de seconde zone, insiste le capitaine, qu'un talent génial comme lui ne peut être laissé au hasard. Après avoir acquis Subai, leur escouade montera en flèche dans les classements, plaçant leur statut juste à côté de celui de l'épée immortelle Li. Ling Sui promet de terminer la mission, sachant que le capitaine a raison. À la taverne des débutants, les spectateurs se demandent si Subai a déjà choisi une classe. Il n'a pas encore fait de changement de classe, mais jusqu'à présent sa force dépasse leur imagination. Les gens se demandent s'il reviendra un jour dans sa ville pour fêter ça. Quand on parle du loup, notre gars défonce la porte. Son entrée fracassante lui vaut la haine des gens, qui se demandent tous pourquoi ce type marche avec autant d'assurance, agissant comme si l'endroit lui appartenait. Le gars s'approche de la tenancière, qui est assez impressionné par sa performance. Subai exige un verre d'étoile déchue, une boisson exclusive et la recette personnelle de la dame. À la grande surprise des clients, la tenancière ne s'énerve pas du tout contre ce type. Au contraire, elle aime discuter avec lui comme s'ils étaient amis. La tenancière sait qu'il a une grosse cargaison de biens de valeur, et peut être même autre chose. Elle lui fait payer le prix fort pour la boisson. Subai le boit d'une traite avec plaisir, augmentant ses statistiques d'un point chacune. Ensuite, il demande une chambre privée pour son séjour à l'étage. Avant qu'il ne puisse profiter de son doux repos, Dame Yukan arrive à l'improviste. Elle est venue avec ses gardes du corps pour faire avancer sa relation professionnelle avec notre gars. Subai lui montre son sac de cristaux, je veux dire, et reçoit une réaction enthousiaste. Il monte à l'étage pour discuter en privé, où Subai partage les incroyables cristaux qu'il a collectés. Leur éclat aveugle les membres de la famille Lin. Parmi eux, il y a 5 cristaux de rang B, et de nombreux autres de bas rang. Finalement, notre gars sort même le cristal de rang S, pour choquer tout le monde. Aucun des membres de la famille Lin ne s'attendait à ça, pas même Yukan, qui est probablement prête à se vendre juste pour mettre la main dessus. Cette fille est toute excitée par un cristal, tandis que le moustachu à l'arrière perd la tête. Yukan demande instantanément un prix pour le cristal, jetant son dévolu sur l'échange. Subai assure que le reste des objets sera vendu au prix du marché. Il cherche à obtenir 10% en espèces et le reste du montant transféré en pièces d'or. Il la charge également d'acheter un tas de fournitures, ce que Yukan peut facilement faire avec son réseau. Subai lui donne la liste et s'occupe des affaires. Le frérot s'installe sur son canapé, demandant une offre pour le cristal de rang S. Dame Yukan sort la somme de 200 millions en espèces comme gros chiffre. Même notre gars ne s'attendait pas à ce que ce bout de caillou coûte aussi cher, c'est hilarant. Le traite comme si 200 millions n'étaient même pas si cher pour cette rareté, alors elle est même heureuse de lui offrir une résidence gratuite dans la première cité de la Tour de Dieu.
Ces deux acolytes remettent en question la décision de Yuken d'offrir une récompense aussi prestigieuse, mais cette femme ne plaisante pas en affaires et veut vraiment ce cristal pour une raison ou une autre. Subei réalise qu'il sous-estime peu, être la valeur de la pierre. Au lieu de discuter, il accepte l'accord et demande que le paiement soit programmé dans 7 jours. Yushen, tout excité, est plus que ravi de signer le contrat. Notre gars le signe en bonne et due forme, et ils se serrent la main. Leur accord se concrétise, la dame profitant de son nouveau caillou chic et cher. Ensuite, Yuken accueille Subei dans le groupe Lin, sachant qu'il a obtenu un cristal de classe triplesse, ce qui signifie que la Terre entière va maintenant essayer de le recruter. Mais Subei n'a pas l'intention de changer de classe pour le moment, ce qui surprend Yushen, car quelqu'un pourrait facilement essayer de voler son précieux cristal. À cela, notre gars lui assure qu'il a ses propres plans en préparation. Il n'a pas besoin de s'inquiéter de telles choses. La réunion se termine, et alors que Subei part se reposer, il surprend une conversation entre deux types. Il se méfie de son identité en tant que Subei. Tout le monde dans le bar connaît maintenant son nom. Réalisant que c'est lui qui a fait une entrée spectaculaire, ils sont tellement obsédés et concentrés sur lui, que le commerce de la tavernière est plus chaotique que jamais. Elle a l'intention de régler ses comptes avec lui bientôt, pendant que notre gars dort à point fermé. Cette diablesse sournoise débarque dans sa chambre, oui, une vision de rêve pour n'importe quel homme. La tavernière jette son dévolu sur sa cible et le réveille d'un coup de pied. Subei est agacé par elle pendant qu'elle se plaint auprès de lui que son commerce ne peut plus fonctionner à cause de ses manigances. Pour compenser tous les ennuis qu'il a causés, notre gars offre un tas de pièces d'or. La tavernière est abasourdie en les voyant et change immédiatement d'attitude. La fille était sur le point de lui faire sa fête et soudainement, elle agit comme si elle pouvait régler tous les problèmes, toute seule. Subei lui rappelle de ne tuer personne dans sa croisade, et elle le rassure en lui disant qu'elle n'est pas une meurtrière. Passant à un sujet important, Subei aborde une autre affaire. La tavernière est excitée, s'imaginant qu'il lui a encore apporté un tas de recettes rares à vendre. Cependant, ce qu'il révèle est en fait le cristal de changement de classe de rang triplesse. Oui, le cristal le plus rare qui ait jamais existé. Subei l'informe qu'il est sur le point de commencer l'épreuve du dieu. Cela pique sa curiosité, l'amenant à se demander comment il a bien pu en entendre parler. La réponse est simple, cela provient des informations de sa vie antérieure, où il l'a déjà vécu plus de 100 fois. La tenancière de la taverne souligne que la seule condition pour l'épreuve est le cristal dans cette dimension. Il n'y aura ni argent ni équipement, mais à la place, il y aura un cristal de classe caché. C'est une manœuvre risquée car si notre gars finit par passer l'épreuve, le cristal de rang SSS disparaîtra. Il n'a qu'une seule chance, et malheureusement, Subei a raté cette opportunité plus de 100 fois dans le passé. Il a l'intention de rectifier ses erreurs. Il lui demande d'organiser l'épreuve. La tenancière est surprise par sa détermination, et rappelle à notre gars que s'il meurt, ce sera de sa faute. Subei n'est pas inquiet, et reste confiant quant à ses chances de survie. La tenancière saisit le cristal et l'écrase dans sa main, marquant le début de l'épreuve. Après la destruction du cristal, le système alerte le joueur qu'il n'y aura aucun moyen de s'échapper de l'épreuve une fois qu'elle aura commencé. Un cercle magique apparaît, tandis que la tenancière l'avertit une dernière fois. Subei la traite de grand-mère agaçante, l'énervant au point qu'elle lui botte le cul dans le cercle pour qu'il y meure. Subei tombe dans le portail en hurlant de peur. Qu'elle a encore utilisé le même coup stupide. Bien sûr, la patronne n'a aucune idée de ce dont il parle et se demande s'ils se sont déjà rencontrés. Notre gars atterrit dans une dimension qui est littéralement un paysage infernal. Cet endroit est rempli de lave ardente. Enfin, Subei a entamé sa descente dans la même épreuve qu'il a perdue, de nombreuses fois auparavant dans sa vie antérieure. Des restes de squelettes persistent dans la rivière infernale. Ce sont les corps de ceux qui ont un jour osé défier l'épreuve. La sombre réalité est que notre gars est venu ici avec le même objectif que ces gens. Il est en réel danger ici. En vérifiant ses statistiques système, il se rend compte que tout ce qui se trouve dans son inventaire a été scellé. La seule chose qui lui reste est sa houe dorée. En s'en équipant, il se prépare à ce qui l'attend. Le système est sur le point de déchaîner une vague gigantesque de démons des cavernes sur lui. Avec le compte à rebours de 60 secondes, une version extrêmement affaiblie de Subei est prête à en découdre. Cette fois, ses statistiques de base sont plus élevées qu'elles ne l'étaient lors de toutes ses tentatives précédentes. Il y a donc une chance de victoire. Le compte à rebours atteint 0 alors que notre protagoniste se le remémore. D'être ultra concentré, s'il ne canalise pas la concentration de David Goggins, il va se faire griller comme les autres. Les saints de démons des cavernes émergent des portails. Ils sont tous comparables à des boss de niveau débutant avec de grandes réserves de points de vie.
Subei sait qu'il ne peut pas attendre qu'il lance une attaque, alors cet homme se précipite pour un premier frag. Un tir en pleine tête sur l'un des démons lui retire 500 points de vie d'un seul coup. Mais ce genre de dégâts, c'est de la rigolade. Subei enchaîne avec une double taillade, infligeant 2000 points de dégâts d'un coup et battant le premier démon. Son score actuel est de 1 point, mais cette épreuve ne fait que commencer. Lançant son assaut secondaire, Subei découpe le deuxième démon avec une myriade de coups, sa série de meurtres consécutifs a déjà éliminé 3 démons en succession rapide. La technique d'acier de Subei fait un carnage parmi les démons à chaque coup. L'épée donnée pour le test possède ses propres compétences, et c'est grâce à l'expérience passée de notre gars, avec l'épreuve divine qu'il peut utiliser tout leur potentiel. D'autres démons se sont frayés un chemin vers lui en réponse. Cet homme déchaîne une colonne de 3 frappes enflammées, tuant 3 démons instantanément avec des coups critiques. Subei se sent vraiment pousser des ailes et adore cette série de meurtres. Faisons un zoom arrière et voyons ce qui se passe en ville. Les gens sur les forums sont occupés à discuter de la raison pour laquelle le mystérieux Subei n'a pas encore changé de classe. Personne n'aurait attendu aussi longtemps pour passer à une classe puissante. La nouvelle que Dame Huchang vend des cristaux de haute qualité aux enchères est également parvenue à leurs oreilles. Ils se demandent si Subei a fini par lui vendre toute sa marchandise. C'est là que la patronne de la taverne intervient, leur bottant le train pour avoir perturbé son commerce. Elle leur assure que le cristal de Subei est déjà brisé, ce qui n'a aucun sens car ils n'ont pas reçu de notification de son changement de classe. La bombasse de la taverne leur assure que c'est elle qui a écrasé le cristal, et qu'elle serait plus qu'heureuse de leur écraser la tête aussi. Franchement, je ne pense pas que l'un d'entre nous refuserait cette offre. De retour dans la salle de réunion du groupe de stratégie, le capitaine reçoit un rapport soudain de l'un de ses informateurs. Il n'en croit pas ses oreilles. Le cristal a été brisé par Dame Dina, qui ne peut physiquement pas mentir car c'est un PNJ. Cela compromet les plans de ce type. Pendant que les pipelettes sont occupés à déblatérer sur notre gars, le capitaine est furieux et frappe la table de colère. Le petit con en profite pour dénigrer le calibre de Subei et assure. Uchan, leur chef, pense que le gamin est un crétin d'avoir gaspillé son cristal. Ling Shui trouve ce clown agaçant, tandis qu'il l'accuse d'avoir des sentiments pour le nouveau. Leur dispute stupide est interrompue par le capitaine, qui hurle sa frustration. Il n'en a rien à faire d'eux, et ordonne la protection immédiate de la tour, insistant pour qu'il capture Subei et le ramène pour une conversation. Le blondinet ne pense toujours pas que ça vaille la peine de poursuivre le dernier roi des rookies, surtout que son cristal est déjà fichu. Le capitaine le traite de crétin car il est évident que Subei cache certaines de ses vraies techniques au monde. Le capitaine semble avoir une confiance absolue en la capacité de notre gars à manifester encore plus de cristaux de haute qualité dans les saisons à venir. Ling Shui loue la capacité de son chef à anticiper, mais il ne se laisse pas amadouer et lui dit de dégager. Antien suggère de torturer et d'interroger Subei correctement, mais c'est trop inhumain. Le capitaine souligne l'importance de s'assurer la loyauté de Subei pour ses techniques secrètes, car l'avenir du royaume de Yan dépend de cette mission. De retour à l'épreuve, notre gars est en train de massacrer les démons inférieurs, du premier niveau, avec la première vague totalement anéantie. Le système le félicite. Au fait, cette merde a pris 10 heures entières juste pour finir la première vague. Subei se souvient de son expérience horrible lors des épreuves précédentes. Il doit encore affronter 9 autres étages maudits, l'obligeant à vaincre 1 million de putains de monstres pour obtenir la meilleure note. Pour l'instant, il n'en est qu'à 11 000 victimes donc ça va lui prendre un temps considérable. Le système lui souhaite la bienvenue au deuxième niveau, où toutes ses statistiques de base sont réinitialisées. Cette fois, il affrontera une bande de démons piqueurs maîtrisant la capacité de restauration de statut. Subei attend la fin de la période de grâce. Il doit agir vite pour terminer l'épreuve à temps. Devant lui se trouve le pire cauchemar d'un homme, tout droit venu d'Australie, un essaim de frelons gigantesques. Ils sont même venimeux, donc leur passif draine aussi la vie. Cette fois, notre gars reçoit un fouet de fer l'assaut pour le niveau. Il peut aussi changer entre différentes armes de niveau débutant pour jouer avec différents styles. Le premier démon piqueur essaie de lui piquer les fesses, mais notre gars canalise le pouvoir de Zeus, et en anéantit 20 d'un seul coup. Jusqu'à présent, le fouet joue en sa faveur. Surtout que ces démons piqueurs sont connus pour avoir une défense vraiment merdique. Statistique, activant sa compétence de balayage et l'associant au fouet. Cet homme anéantit 50 démons avec sa deuxième attaque. 12 heures de massacre ininterrompu plus tard, notre gars atteint un score de 255 000. Enfin, le niveau est terminé.
laissant Subai complètement épuisé. Là, il change son arme pour une lance. Tuer 250 000 de ces créatures était une vraie plaie à l'instant, mais heureusement, la transition vers le nouveau niveau lui permet de restaurer sa santé et son endurance. Pour la vague suivante, Subai devra affronter une horde de diablotins sorciers. S'adaptant en conséquence, il passe à un style de combat à longue distance avec un arc, la faille parfaite pour battre ces gars. Ces diablotins sont en gros, Batman s'il s'était transformé en un abo vert et moche sans aucune aura. Subai commence leur extermination, en décochant de nombreuses flèches en même temps. La plupart atterrissent en tir net en pleine tête. Il sourit, avec assurance, car la vitesse est sa statistique la plus élevée. Les diablotins ripostent en lançant leur propre sort à distance. Subai esquive ces petits lasers colorés, et réussit à s'en sortir indemne. Et oui, le One Piece existe vraiment. Pendant ce temps, nous avons Meng Xuan, qui vient de vaincre le 10e boss de la Tour de Dieu. Il lui a fallu au total 40 heures pour tout finir. Bien qu'ayant terminé 2e, elle n'est pas satisfaite et a l'intention de rencontrer Subai en personne un jour. Le 6e jour de l'épreuve se lève, des nouvelles parcourent le royaume. Le classement de la classe des novices a été officiellement publié avec environ 100 joueurs de rang S et 20 et un joueur de classe SS. Les citoyens du royaume de Yan ne sont pas très emballés par cette annonce, à l'instar des résultats de l'année dernière. Cependant, la performance de Jun Kai, Wei Lan, Meng Huang et enfin Yu Chan est remarquable. Le seul mystère à résoudre est la disparition de Subai. En parlant de lui, nous nous retrouvons dans la vieille taverne où Dame Yu Chan sirote son thé. Fei le larbin lui demande pourquoi elle a refusé 2 propositions importantes, venant des autres familles, tout ça pour un moins que rien comme Subai. Comme toujours, elle ignore les divagations du petit frère et lui ordonne de se concentrer sur la mission qu'elle lui a confiée. Il essaie de pleurnicher encore, mais elle le fait taire, déclarant qu'elle a ses propres plans à suivre. Dans sa liste d'amis, il n'y a qu'une poignée de personnes, mais Subai semble être passé à un statut anormal. Cela fait une semaine que ce changement est apparu, à peu près à la même période, où les rumeurs sur l'éclatement de son cristal se sont répandues. En déduisant sa condition à partir de ces 2 points, Yu Chan réalise que notre héros est encore coincé dans la zone des débutants, en train de réaliser un autre miracle. En parlant de notre héros, allons à l'étape 7 de l'épreuve. Ici, Subai affronte des golems résistants. Ces types sont d'abord gelés par des flèches de glace, puis pulvérisés par un second tir. Il n'en fait qu'une bouchée, pulvérisant leur défense et se moquant même d'eux car ce sont des cibles faciles pour la magie de glace. Au moment où il s'avance pour entrer dans l'étape 8, il réalise soudain que cela fait déjà une semaine. Il doit terminer 3 étapes de plus avant la fin de la zone des débutants, alors il s'y met encore plus vite. Cette fois, Subai doit affronter une version encore plus forte des démons de l'étage 1, et il est tellement rapide qu'il en tue près de 30 d'un seul coup. 6 heures de farm intensif plus tard, le gars arrive pour défier Godzilla. Il a une épée longue enflammée grâce à sa vitesse incroyable. Subai donne un dernier coup pour tuer le monstre. Enfin, le système reçoit une notification, confirmant son statut de 1 millionième meurtre. De plus, il reste 24 heures avant l'expiration de la période d'essai pour débutants. Notre gars, tout excité, se prépare à défier. La dernière étape est le boss final de l'épreuve, se tenant devant un globe rouge tourbillonnant. Il provoque le boss pour qu'il sorte. Un cercle magique rouge gargantuesque apparaît, faisant apparaître la véritable incarnation de Satan. C'est le démon Lotus Rouge, avec une difficulté infernale de suzerain, doté d'1 million de points de vie. Ce truc est un dur à cuire, mais ce gars les fait toutes craquer, je veux dire, tous les boss. Le démon enflammé maudit l'humain insensé et tente de l'annihiler avec une seule attaque. Le gars esquive une véritable bombe nucléaire et réalise qu'il doit être prudent face à ce démon titanesque. Le fait que ce boss ait 2000 points de défense à lui seul signifie que la plupart des attaques de Subai seront inutiles. Pour l'instant, il est forcé de rester sur la défensive, espérant exploiter une ouverture pour passer à l'action. Le démon Lotus Rouge lance des dizaines de frappes tourbillonnantes, chacune étant esquivée par l'excellent jeu de jambes et les compétences d'esquive de Subai. S'équipant d'un gantelet à chaîne grappin, notre protagoniste attend son occasion parfaite. Le démon Lotus Rouge est à quelques instants d'invoquer un sbire des flammes, mais Subai est plus rapide et utilise la chaîne grappin pour tirer son corps, le projetant comme une poupée de chiffon contre le visage du boss. Le démon se tord de douleur, ayant subi des dégâts de l'une de ses propres attaques. Pendant ce temps, notre gars est bien décidé à venger tous ses camarades tombés au combat, qui ont osé défier cette épreuve et y ont laissé la vie.
Faisant apparaître son épée, il provoque une déchirure spatiale d'un coup de lame, qui tranche littéralement le membre droit du Seigneur suprême. Ses attaques étant désormais neutralisées, Subei fonce pour profiter de l'occasion. Cette fois, il bondit en hauteur et équipe son arc pour une frappe à distance. Ses flèches touchent le corps du Seigneur suprême, lui infligeant plus de dégâts. Utilisant le même élan combiné à une vitesse fulgurante, Subei se repositionne pour une autre attaque. Le boss démoniaque tente pitoyablement de se défendre, mais c'est inutile. Invoquant l'esprit de Batman, Subei déclare en substance que même les dieux sont vulnérables une fois privés de leur défense. Le Seigneur suprême maudit les humains à chaque coup cinglant infligé par notre gars. Une pluie de flèches s'abat sur le monstre. Le démon réagit avec sa propre parade, écrasant chaque flèche avec des explosions télékinésiques. Notre gars profite de ce moment pour se retrouver nez à nez avec le démon hideux. Subei annonce la fin pour le boss pathétique et sort ses 2 épées. Maniant ses 2 épées comme Sung Jin-woo, cet homme commence à déchaîner l'enfer sur Satan. Le monstre est finalement taillé en pièces et court à sa perte. Subei s'éloigne à travers l'arène et termine le combat complètement épuisé. L'épreuve divine est réussie, remplissant la condition pour obtenir la classe cachée. Quant aux millions de points qu'il a obtenus, les échanger lui vaut le titre très rare de héros. Le gars en a enfin fini avec sa série de massacres et célèbre l'obtention de la clé secrète de sa croissance. Dans sa vie antérieure, ce titre l'a aidé à franchir près de 1000 étages, mais notre gars n'est pas intéressé par l'échange de ses points. Pour l'instant, il est surtout curieux de tester la légende de la ouïe d'or. Le gars lance sa précieuse ouïe dans la lave, espérant activer sa capacité de copie. Après avoir attendu un moment, le visage de Subei se décompose en réalisant qu'il vient peu être de perdre son arme premium. Même ses poings n'ont pas bougé d'un iota, jusqu'à ce que soudainement, 2 colonnes de lave jaillissent de la rivière infernale, révélant 2 morceaux différents de pierres ultra rares. Ces pierres fusionnent en une seule, se liant à l'esprit de notre gars. Les cristaux se brisent une fois la fusion terminée, consacrant le joueur comme l'unique détenteur de la double classe. Notre gars peut maintenant accéder à la fois à ses attributs de héros et de roi démon. Le gars littéralement se transforme en 2 visages et endure les effets douloureux du processus de fusion. Notre gars observe ses statistiques actuelles et jette un œil à son équipement. Tout a l'air impeccable car il a obtenu un multiplicateur par 5. Après avoir terminé l'épreuve, il lui a fallu plus d'1 semaine pour venir à bout de cette épreuve impossible, la même épreuve qui a causé la mort de ceux qui l'ont précédé. Subei leur dit adieu et déclare avec enthousiasme son prochain objectif, massacrer 2 dieux en même temps. Yukan observe le menu de son statut quand soudain, elle voit le statut en ligne de notre gars. Le sol se met à trembler de nulle part, accompagné d'un bruit étrange et soudain. La bombe de la taverne se précipite à l'étage pour voir ce qui se passe. Là, elle trouve ce crétin, en train de farmer tranquillement de l'aura sur le canapé. La bombe est stupéfaite que cet homme ait vraiment assuré et terminé l'épreuve impossible. Voir sa classe d'ambidextrie la laisse complètement sans voix, c'est un concept qui n'est même pas censé exister. Notre gars est impressionné par sa vive observation, mais il ne se soucie pas vraiment de s'expliquer. Il veut sortir se promener avec elle, mais elle le rembarre. Subei lui dit adieu pendant qu'elle lui fournit une dernière récompense. C'est un insigne caché de statut parfait, permettant à un joueur de dissimuler ses statistiques et même de masquer son apparence. C'est exactement ce dont Subei avait besoin à ce moment-là. La bombe s'inquiète qu'il soit révélé comme un spécimen de la classe roi démon, et avec sa trajectoire actuelle, les gens le traiteront comme une menace et commenceront à le traquer. Subei lui envoie un baiser volant sarcastique et quitte la taverne avec un remerciement. La MILF reste toute troublée, exaspérée par son charme désinvolte. Rendons-nous à la cité de Rime, qui est le premier terrain de jeu pour les débutants qui termine la zone des débutants. Cet endroit leur fournit des quêtes, des compétences de classe, et même des portails de téléportation jusqu'au 30e étage. Se promenant avec un style impeccable, Subei se sent vraiment bien dans sa peau et pense qu'il est prêt à en découdre. Il tombe par hasard sur Yukan et ses hommes. Ces 2 atouts majeurs nous accueillent à travers l'écran, alors que Yukan salue son retour après une disparition d'1 semaine. Quelque temps plus tard, au quartier général de la famille Lin, Yuchan le traite poliment comme un invité. Il est ébloui par les dépenses luxueuses de la famille pour posséder un club comme celui-ci. Recevant à la fois des potions et une boîte pleine d'or, Subei se retrouve. Impressionnée par l'efficacité du jeune homme, elle lui offre le luxe d'inspecter chaque fourniture et de compter les pièces en toute tranquillité. Elle fait également signe à ses 2 gardes du corps de sortir de la pièce pour une conversation privée entre eux deux. Pour commencer, Yukan demande curieusement quelle est sa classe.
Notre héros lui retourne la question, s'interrogeant sur ses intentions de lui soutirer des informations. Sa réponse cinglante l'embarrasse, la forçant à clarifier qu'elle a de bonnes intentions. Subei est informé des dernières campagnes de dénigrement menées contre lui sur les forums. Il apprend également que Dame Dana a fini par partager la nouvelle, qu'elle avait brisé son cristal, ce qui a envenimé la situation. Yukan est stupéfaite de voir ce type confirmer toutes les rumeurs sans la moindre trace d'anxiété. Présentant sa proposition, elle le couvre de dizaines d'éloges, le saluant comme un talent générationnel. Au fond d'elle, Yuchan pense que ce type pourrait avoir un deuxième cristal, c'est pourquoi il ne se soucie pas du premier qui a été brisé. Le gars montre un désintérêt total pour le sujet et lui demande directement quel est son objectif. Yukan l'invite dans la famille Lin pour une opération conjointe contre des boss. C'est exactement ce qu'il s'attendait à ce qu'elle dise. Car la difficulté des étages augmente considérablement. Après avoir terminé la zone pour débutants de la tour, Subei souligne qu'il est d'accord pour vaincre des boss ensemble. Il n'est absolument pas question qu'ils rejoignent une autre guilde. Il est d'accord pour les emmener jusqu'au 5e étage de la tour et demande seulement 5 coéquipiers de type mage pour l'aider à battre le record. Yukan sursaute, choqué d'entendre son objectif de battre un autre record. Normalement, il faut 20 personnes pour traverser un seul étage. Et voilà que ce type débite des objectifs délirants. Notre héros l'assure qu'il n'est pas non plus désespéré à l'idée de battre des records, alors il se lève et quitte la réunion. Yukan le suit et clarifie qu'elle est d'accord avec le marché, tant que la famille Lin peut utiliser son nom dans le groupe. Subei accepte et préfère commencer dès demain, car il a un tas de choses à régler. La jeune femme est ravie d'obtenir son soutien. Pendant que Jiang Fei le traite d'escroc pour la millionième fois. Ce mec est un haineux de compétition à ce stade. Yukan le remet à sa place en rappelant au blondinet que c'est lui qui leur a mis une raclée au niveau 1. S'il l'avait défié imprudemment, il ne serait pas non plus sorti de l'étage. Yukan ordonne la formation immédiate d'une équipe, en suivant la composition de Subei. Bien que ce perdant accepte de suivre son ordre, au fond de lui, il nourrit un profond dégoût pour notre héros épris pour sa chute. Au manoir du seigneur de la ville, on voit Subei s'approcher nonchalamment du portail. Des gens essaient de l'arrêter pour l'empêcher de chercher la mort, mais il ne comprend pas pourquoi ce type ordinaire s'acharne autant. Wu Tai traite le novice de naïf et le met en garde contre la sécurité renforcée qui entoure le manoir du seigneur de la ville. Subei décide d'amuser le jeune homme avec un petit secret. Le secret en question est que n'importe qui peut entrer tant qu'il est incroyablement puissant. Subei s'approche des gardes et révèle son titre de héros, gagnant instantanément leur louange et leur obéissance. Les gens qui l'observent de loin restent sans voix, incapables de comprendre comment ce nouveau venu a réussi à entrer comme un VIP. Même maintenant, les gardes escortent le héros avec les plus grands égards. On entend un grand fracas sur le terrain d'entraînement. Il y a un combat entre le capitaine de la garde, Orlando, et le seigneur de la ville. Un mage affrontant un épéiste, le simple fait de regarder cette scène donne la chair de poule à notre héros, car c'est l'une de ses séquences préférées de l'histoire pour débloquer des compétences rares. Bien qu'il soit lui-même un joueur à double classe, il doit farmer des livres de compétences pour acquérir de nouvelles capacités. Dans cette arène, Subei a tout ce dont il a besoin pour apprendre et passer au niveau supérieur. En fait, le système lui propose même d'apprendre les compétences de base en maniement de l'épée du maître lui-même. Notre héros appuie joyeusement sur oui, et apprend même la compétence du capitaine Orlando, le mur de pierre. De nombreuses compétences apparaissent sur l'écran du système de notre héros, et il martèle le bouton de confirmation comme un fou. 10 minutes plus tard, le mage se fait soigner par plusieurs autres mages, tandis que le chef de la ville semble indemne. Notre héros n'a pas trop apprécié le combat, car il est vite devenu très ennuyeux. Un des gardes informe le seigneur de la ville de l'arrivée d'un héros. Stupéfait, le chef exige une vérification de l'identité de Subei. Il révèle les données et confirme son statut d'élite, gagnant ainsi le respect qui lui est dû de la part du grand maître d'épée et de ses sujets. Ils sont ravis d'être en présence d'un héros. Après 100 ans. C'est une remarque déroutante pour notre héros qui demande des éclaircissements. Le seigneur de la ville explique qu'un héros est destiné à mener la cité de Rime vers la lumière, mais cette description ringarde est bien trop exagérée de l'avis de Subei. Au lieu de se vanter, il demande des informations sur d'éventuelles quêtes, sachant que le héros n'est actuellement que de niveau 10. Le seigneur de la ville révèle une nouvelle mission. Apparemment, son fidèle chien a disparu, et il offre de manière insultante une récompense de 10 pièces d'or pour le retrouver. C'est un travail tellement merdique, et une sous-estimation des capacités de notre gars au point que Subei révèle son aura terrifiante pour exprimer sa colère. Plus sage des deux, le capitaine mage Orlando
propose d'autres missions, pensant à quel point la suggestion du seigneur de la cité était stupide. Le héros reçoit 3 nouvelles quêtes pour collecter des matériaux contre des récompenses. Juste à ce moment, le grand maître d'épée se souvient également d'une requête appropriée. Il charge Subai d'enquêter sur une certaine zone. Avec autant de quêtes en attente, notre protagoniste souligne que personne ne les a jamais terminées dans l'histoire principale. Les joueurs ordinaires sont bien trop occupés à être obsédés par les étages de la tour, qu'ils en oublient que les quêtes secondaires sont la clé des vrais buffs. Curieusement, la quête du maître d'épée est celle qui attire le plus l'attention de notre gars. Le seigneur de la cité fait une proposition soudaine, soulignant les capacités de combat divines du héros. Pour faire court, ce type veut un combat en 1 contre le héros, offrant un handicap au héros. Le seigneur de la cité a même l'intention de sceller ses compétences les plus puissantes. Cependant, notre gars a d'autres plans et dit à ce type de simplement se limiter aux alentours du niveau 30. Il en va de même pour le capitaine Orlando, ce qui implique que cet homme est sur le point de les fumer. Tous les deux en même temps. Le mage et le grand guerrier sont également stupéfaits et expriment leur mécontentement face à cette idée, sachant que le héros n'a pas une tonne de compétences. Subai met fin à leur jacasserie et recommande qu'ils communiquent pendant le combat. Les 2 combattants s'échangent un regard, avant de manifester un vif intérêt pour la puissance du héros. Dans l'arène, les gardes murmurent leurs pensées choquées. La dernière fois que ces types ont fait équipe, c'était lorsqu'ils ont vaincu une puissante monstruosité de niveau 200. Et voilà que Subai les a arrogamment défiés en même temps. Le mage remarque la confiance du héros, tandis que le grand guerrier est ravi de montrer un aperçu de ses véritables pouvoirs. Le premier assaut vient du maître d'épée, qui utilise une compétence simple visant son adversaire. Le résultat? Aucun contact. Pouf! Notre gars a disparu, apparaissant comme l'éclair par derrière. Subai loue la manœuvre parfaitement synchronisée du seigneur de la cité. Autour du mage, qui invoque une pointe de pierre, un sort de base pour prendre notre gars au dépourvu. La simple vue de celle-ci rend Subai extatique et il ne partage aucune intention de l'esquiver non plus. Au lieu de cela, cet homme tranche littéralement les pointes de pierre avec une myriade de frappes rapides. Les réflexes divins du héros ont stupéfié les spectateurs, qui ne s'attendaient pas à ce qu'il soit si fort. Mais le combat ne fait que commencer, et ces 2 guerriers expérimentés n'ont pas dit leur dernier mot. Cette fois ils veulent frapper le héros avec une force encore plus grande que la fois précédente. Le mage piège Subai dans une cage de bouée, encore une autre compétence de débutant. L'ayant immobilisé sur place, le seigneur de la ville enchaîne avec sa compétence de taillade de 2e niveau, déchaînant 2 lacérations de feu. Gardant son sang-froid, le héros les esquive nonchalamment toutes les 2, provoquant les guerriers en leur disant qu'ils sont bien trop prévisibles. Ces provocations sont sans fin, mais le seigneur de la ville se jette déjà sur lui pour une autre attaque. Un retournement de situation incroyable se produit, Subai disparaît. Comme l'éclair de sa position et réapparaît en hauteur, sa lame s'entrechoquant avec celle du grand guerrier. Le seigneur de la ville poursuit sa cible avec une taillade améliorée de 3e niveau. Cependant, ce combat est déjà terminé. Subai a une épée sous la gorge du capitaine Orlando, surprenant une fois de plus le seigneur de la ville par sa vitesse fulgurante. Même pas 30 secondes ne s'étaient écoulées, et le combat avait déjà pris fin. Mais notre gars ne veut pas en rester là si facilement et met au défi le grand guerrier de l'attaquer. À ce stade, le seigneur de la ville commence à réaliser que ce type est littéralement d'un tout autre calibre. Refusant d'abandonner, l'épéiste charge à nouveau avec sa lame enflammée. Cette fois, sa stratégie implique l'utilisation d'une technique d'impact depuis le sol. C'est la taillade de 4e niveau, et malgré une variante dans l'approche, le résultat est finalement le même. Subai y fait face directement et se téléporte hors du champ de bataille. Il réapparaît, par derrière, comme le 4e Hokage de Naruto. Subai porte son coup avec son épée. Le combat est maintenant officiellement terminé. Le guerrier à l'épée est au sol, tandis que le héros se moque de lui en le traitant de faible pathétique. Subai valide une des quêtes de sa liste et reçoit une récompense d'inventaire. Pendant ce temps, le seigneur de la ville et le capitaine Orlando ont tous les 2 perdu leur point d'aura face à un jeune tout juste sorti des rangs des débutants. Le fait est que, même s'ils avaient été au niveau 50, notre gars les aurait quand même balayés. Subai félicite leur maîtrise de leur technique et espère s'entraîner à nouveau avec eux bientôt. Cela dit, il part s'occuper de la prochaine série de quêtes. Il l'escorte sur le chemin, tandis que Subai s'en va vivement vaquer à ses occupations. Pendant ce temps, les 2 vieux amis sont maintenant pleinement confiants en la force du héros, croyant qu'il sauvera leur ville. La ville de Rime est grande, nécessitant des portails de téléportation juste pour s'y déplacer.
C'est pourquoi notre gars veut apprendre des compétences pour l'aider à être plus efficace dans ses quêtes. Il en a tout un tas. Il les place donc dans son inventaire. En taille supérieure et poussée multiple ainsi que pics de pierre sont les techniques auxquelles il a maintenant accès. Le système détaille ses statistiques. Grâce à son grand nombre de points d'esprit, ses compétences peuvent facilement monter de niveau et son équipement n'est pas en reste non plus. Confiant dans sa capacité à entreprendre la quête, Subei se rend à l'une des portes de téléportation. Sa prochaine destination est la Terre des Spectres, où la plupart des quêtes sont assignées. Les gardes lui font payer 80 pièces de cuivre, ce qui est un coût exorbitant. Un portail vertical le transfère d'un endroit directement sur la Terre des Spectres. Cet endroit semble bien plus réaliste que dans le jeu, mais cela rend les choses intéressantes pour ce type qui n'a gardé que son arme de base pour le voyage. La température sur la Terre des Spectres est sacrément froide, ce qui fait regretter à notre gars ses choix vestimentaires. Subei aperçoit une bande de squelettes guerriers au loin. Ces Tados ont aussi le double de son niveau, mais à ses yeux, ce ne sont que de la chair à canon. Même avec une santé supérieure, testant ses nouvelles compétences, Suba lance un triple pic de pierre. Il réussit des tirs en pleine tête parfaits sur 3 des squelettes guerriers, les tuant sur le coup. Le reste des guerriers est bombardé par une rafale des mêmes pics grâce aux dégâts critiques. 10 d'entre eux sont à terre en un instant. L'aspect surpuissant de ce sort magique réside dans ses absurdes 3200 points de dégâts. Quoi qu'il en soit, farmer les Tados rapporte à Subei de bons vieux points. Il a enfin l'impression que le vrai grind a commencé, au lieu des conneries de débutants auxquelles il faisait face dans la zone 1. Un moment passe et il a fini de nettoyer la vague, passant au niveau 11 par la même occasion. Dans sa vie antérieure, acquérir des points de compétence était une vraie galère, mais maintenant, il les enchaîne à toute vitesse grâce à sa double classe. En fait, quand Subei inspecte ses statistiques, il est abasourdi de voir une augmentation de 50 points pour chaque paramètre. Le bonus d'une classe cachée est meilleur que même la profession triplesse. Pour en revenir aux Tados, ils sont là pour se faire massacrer, et massacrés, ils le sont en effet quand Suba déchaîne un règne de pics de terre. Pour pimenter un peu les choses, cet homme érige un mur de pierre pour les déstabiliser. Il adore chaque seconde de ce massacre, réprimandant ses proies d'être les victimes de ses compétences de classe. La première quête est terminée avec la défaite de 1000 squelettes guerriers. Notre gars est plutôt content de ses résultats, mais il a encore un long chemin à parcourir pour atteindre son objectif. L'armée de Tados arrive, mais cette fois, ils ont amené un intimidant, un grand gaillard aussi. Ce type est littéralement Ghost Rider s'il allait à la salle et prenait une tonne de stéroïdes. Le crâne de feu est un boss commun dans cette zone. Subei est heureux de le défier, alors il lance davantage de ses pics de terre. Son assaut pulvérise la flotte de guerriers squelettes, en tuant des centaines en même temps. Le monstre boss manie une épée en os de malade avec des flammes bleues et sort enfin de sa cachette pour défier l'humain dans un combat direct. Subei se moque de lui, pensant qu'il a une chance, et contre un humain avec des réserves de mana infinies. Le crâne de feu canalise le mana environnant, aspirant la force vitale de ses guerriers juste pour alimenter son arme. Pensez-y comme le Genkidama de Goku dans Dragon Ball, sauf que c'est la version maléfique. Le sacrifice, cette compétence augmente considérablement la capacité de dégâts de son épée, créant une attaque ultime. Notre gars ne peut même pas le nier, il a peur de se faire toucher par une telle attaque. Un seul coup l'enverrait direct au paradis. Changeant de stratégie, Subei décide de prendre l'offensive, saute par-dessus et fracasse l'armure de la créature. Alors que le boss chancelle sous les dégâts de son coup initial, Subei se concentre ensuite sur le tranchage de ses jambes. Avec des dégâts critiques cumulés de 20 000, il porte un coup de grâce, en déployant le lourd barrage de pics de pierre. Malheureusement, même cela n'a pas pu épuiser entièrement sa santé. La puissante bête tente de forcer un seul coup, mais même avec une puissance destructrice capable de raser une montagne, il n'est tout simplement pas assez rapide pour attraper notre gars. Exploitant une autre ouverture, Subei lance un barrage infini de pics de pierre, les spammant sans se soucier de la consommation de mana ou même des temps de recharge. Concentrant tir à la tête après tir à la tête, notre gars inflige des dégâts importants et se moque du boss, parce qu'il ne s'est pas assez entraîné. Le combat est terminé alors que le behemoth mort-vivant est renversé, faisant éclore de magnifiques fleurs de crâne lors de sa défaite. Subei est ravi de découvrir une autre quête potentielle, mais pendant qu'il est occupé à cueillir les fleurs, il découvre aussi un nouveau livre de compétences dans son inventaire. C'est la capacité de nécromancie, et après avoir dépensé 10 points, elle fait maintenant officiellement partie de l'arsenal de compétences de Subei. Intrigué par le concept de la magie d'invocation,
Notre gars invoque 3 soldats morts-vivants, les faisant sortir de terre. Ces loyaux guerriers squelettes sont plutôt nuls normalement, mais ils deviennent rapidement surpuissants, car leur croissance est liée au niveau de leur maître dans ce cas. Ils sont assez forts pour affronter des monstres de niveau 40, grâce aux stats abusés de Subei. Attendez, ce n'est pas tout. Il peut en invoquer des dizaines en même temps pour submerger ses ennemis, par le nombre. Subei termine une autre quête en récoltant 200 fleurs crânes, savourant les fruits de son travail. Sa prochaine destination est un endroit appelé le Marais de la Mort. C'est une toute nouvelle section de la carte, mais cela n'intimide pas du tout notre garçon. En fait, il trouve mignon les petits lézards à pointe qui le dévisagent. Combattant le nombre par le nombre, Subei déchaîne la fureur de ses soldats morts-vivants, pour tuer à sa place. Ces tas d'os sont remarquablement utiles, et ne font qu'une bouchée des lézards. Une fois l'essaim de lézard à cornes vaincu, notre garçon est confronté au réveil soudain d'un monstre colossal. Les stats de défense de ce boss ne sont pas à prendre à la légère, mais heureusement, la compétence d'invocation de Subei a aussi un peu progressé. Notre garçon est distrait par une silhouette au loin et décide de se lancer d'abord dans l'exploration de la zone.